Bonjour les amis, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous très bien. Quant à moi, je suis toujours aussi ravie de vous retrouver ici à partager ces histoires et de nombreux secrets. Et quoi de mieux pour parler secrets que de plonger dans le monde de l'espionnage. C'est ce que je vous invite à faire pour cette histoire. Et nous allons donc aussi suivre le parcours de 5 étudiants qui ont choisi l'ombre à la place de la lumière. Quand on pense à l'espionnage, on imagine des hommes en imperméable, des rendez-vous nocturnes, des messages codés glissés dans des journaux. Et parfois, les espions portent des costumes bien taillés. Ils parlent avec l'accent parfait du pays. Ils fréquentent les salons, les universités, les ministères. Parfois, ils sont déjà là, au cœur du système, avant même que la guerre ne commence. L'histoire que je vais vous raconter commence dans une prestigieuse université anglaise dans les années 1930. Une histoire longtemps dissimulée, minimisée, étouffée, parce qu'elle est dérangeante. Car c'est l'histoire de 5 étudiants brillants devenus espions pour l'Union soviétique. On les appellera plus tard les 5 de Cambridge. L'université de Cambridge est une université prestigieuse, mais c'est aussi le berceau des idées. Avant d'être le théâtre de cette trahison historique, Cambridge est avant tout un lieu chargé de siècles d'histoire. Fondée en 1209, l'université est l'une des plus anciennes d'Europe. À l'époque où y étudient les futurs Cambridge Five, comme on va les appeler, elle a déjà formé des générations de philosophes, de scientifiques, d'hommes d'État, de penseurs majeurs de l'Empire britannique. Cambridge n'est pas seulement une université, c'est une fabrique d'élite. Dans les années 1930, y entrer, ce n'est pas simplement faire des études, c'est vivre dans des collèges fermés sur eux-mêmes, partager les mêmes repas, fréquenter les mêmes bibliothèques, débattre jusqu'à tard dans la nuit. Les étudiants vivent vraiment ensemble, pensent ensemble, s'influencent ensemble, les idées circulent vite, elles se renforcent et elles deviennent parfois des certitudes. Cambridge des années 30, c'est un laboratoire d'idées, un laboratoire idéologique. Nous sommes entre les 2 guerres mondiales. La première guerre a laissé l'Europe complètement exsangue. Des millions de morts, une jeunesse désabusée, une élite politique discréditée et la crise économique qui frappe. Le chômage explose, les démocraties paraissent faibles. Pendant ce temps, le fascisme progresse en Europe. Mussolini est au pouvoir. Hitler s'impose en Allemagne. À Cambridge, une partie des étudiants voit le communisme non comme une dictature, mais comme une promesse. Une promesse de justice sociale, d'égalité, de rupture avec un monde jugé responsable du chaos. À ce moment-là, les crimes staliniens ne sont pas encore connus. La propagande fonctionne bien. L'Union soviétique apparaît pour certains comme un rempart contre le fascisme. Cambridge devient alors un terrain fertile pour le recrutement idéologique. Et Cambridge est aussi connu pour ses cercles fermés, des clubs d'intellectuels, des sociétés discrètes où l'on débat à huis clos. On y teste des idées radicales, on y noue des amitiés profondes et on y forge des convictions durables. Et c'est dans ces cercles
feutrés et informels que certains étudiants sont repérés, observés, approchés, sans menace, sans précipitation, juste des conversations, mais des conversations qui engagent toute une vie. Avant d'être des espions, avant d'être des diplomates, des agents secrets ou des conseillers royaux, ils sont avant tout de très jeunes hommes. Et ça, c'est un point essentiel. Parce qu'on ne pense pas de la même façon à 20 ans qu'à 40 ans. Et parce que leurs décisions étaient prises très tôt, bien avant qu'ils ne mesurent les conséquences de leur acte. Il y a Kim Philby, 21 ans. Il est né en 1912. Lorsqu'il est approché par les réseaux soviétiques, il a 22 ans. Il est brillant, cultivé, parfaitement intégré à l'élite britannique, et à cet âge, il est convaincu que le monde ancien est condamné. Il ne se voit pas comme un traître. Il se voit comme un homme lucide, persuadé que le communisme est le seul rempart contre le fascisme. Et ce choix qu'il vient de faire, à 21 ans, va déterminer toute sa vie. Guy Burgess, lui, il a 22 ans. Il est né en 1911. Il est recruté autour de 22-23 ans. Il est excessif, provocateur, brillant. Il choque son entourage, mais derrière l'excès se cache une colère politique profonde. À cet âge, je le rappelle, 22 ans, Burgess croit que le système est pourri de l'intérieur. Il n'a pas encore appris la prudence, mais il a une foi absolue dans ses idées. Il y a Donald Maclean, 21 ans. Donald Maclean est né en 1913. Lui, il est recruté, il avait environ 21 ans. Il est discret, méthodique, intellectuellement rigoureux. Il voit le communisme comme une évidence rationnelle. À cet âge, il ne mesure pas encore le poids psychologique d'une double vie menée pendant des décennies. Anthony Blunt, lui, il a 26 ans. Il est né en 1907. Il est recruté plus tard que ses autres collègues, car il a 27 ans. C'est le plus âgé du groupe. Il est déjà enseignant, déjà intellectuel reconnu, et son engagement est réfléchi et structuré. Il pense avoir compris le monde. Ce qui rend son cas troublant, c'est que même en vieillissant, même en entrant au cœur de la monarchie britannique, il ne reniera jamais totalement ce choix qu'il a fait dans sa jeunesse. Et puis, John Cairncross, 22 ans. Cairncross est né en 1913. Lui aussi, il est recruté vers 23 ans. Lui, il est discret, issu d'un milieu plus modeste. Il cherche avant tout du sens. Son profil peu visible et très intelligent intéresse particulièrement les réseaux soviétiques. Aucun d'eux n'a plus de 27 ans au moment du choix décisif. Les trois quarts ont à peine 22 ans. Ils n'ont pas trahi par cynisme. Ils ont choisi par conviction. Et ce choix, fait dans les couloirs feutrés de Cambridge, va les conduire au cœur du pouvoir et au cœur de la trahison. Une fois leurs études terminées, les 5 hommes suivent des trajectoires complètement différentes. Mais toutes ont un point commun. Elles les mènent au cœur de l'État britannique. Et c'est exactement ce que leur recruteur soviétique avait anticipé. Aucun d'eux ne devient un militant visible. Aucun d'eux ne se fait remarquer par un discours radical. Au contraire, ils réussissent, ils s'intègrent, ils inspirent confiance. Kim Philby, pour lui, l'ascension, c'est une ascension silencieuse. Il commence comme journaliste, il couvre la guerre civile espagnole et il observe de près la montée du fascisme. Ce qu'il voit renforce ses convictions
Puis, presque naturellement, il entre au MI16, le service de renseignement extérieur britannique. Il est brillant, méthodique, discret. Il grimpe les échelons et l'ironie absolue, Philby devient responsable de la lutte contre l'espionnage soviétique. Donc à ce poste, il a accès à l'identité des agents occidentaux, des opérations secrètes en Europe, des plans de coopération avec les États-Unis, et tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend, il le transmet à Moscou. Des réseaux entiers sont démantelés. Des agents sont arrêtés, emprisonnés, parfois exécutés. Et Philby, lui, reste irréprochable. Guy Burgess, lui, il travaille à la BBC, puis dans la diplomatie. Mais lui, il boit trop. Il choque, il provoque. Mais son comportement excessif devient son meilleur alibi. Qui soupçonnerait un homme aussi instable d'être un espion méthodique? Burgess sert de courroie de transmission. Il transporte des documents, fait circuler l'information et il relie les membres du réseau entre eux. Mais avec le temps, son imprudence inquiète. Donald Maclean, lui, il est affecté à Washington. Il est au cœur des discussions stratégiques entre le Royaume-Uni et les États-Unis. Il a accès à des informations sur la bombe atomique, les négociations nucléaires, les décisions qui façonnent l'après-guerre. Tout passe par lui et tout repart vers Moscou. Mais la pression devient insupportable. Maclean boit. Il devient paranoïaque. Il craint d'être démasqué. Et les soupçons se rapprochent. Un jour de 1951, Donald Maclean disparaît. Guy Burgess disparaît aussi avec lui. Tous deux ne laisseront qu'une trace. Quelques jours plus tard, la vérité éclate. Ils ont fui en Union soviétique. Et là, c'est un séisme politique. Pour la première fois, l'idée de réseau infiltré au sommet de l'État devient crédible. Et un nom commence à circuler. Celui de Kim Philby. Philby est interrogé. Il nie tout. Il est calme, convaincant, parfaitement britannique. Il bénéficie d'un soutien immense dans les cercles du pouvoir et on le croit. Ou plutôt, on préfère le croire. Il continuera encore plusieurs années à travailler pour l'URSS. Quant à Anthony Blunt, lui, il suit une trajectoire qui est complètement à part. Il devient l'un des plus grands historiens de l'art de son temps. Il est anobli par la reine. Il devient conseiller de la famille royale. Et pendant tout ce temps, il transmet des informations aux soviétiques. Quand il est finalement démasqué, l'État britannique fait un choix lourd de sens. Éviter le scandale à tout prix. Donc, Blunt reconnaît ses actes en échange de l'immunité. Il ne sera jamais jugé publiquement. Et la vérité ne sera jamais révélée que bien des années plus tard. Quant à John Cairncross, lui travaille à Bletchley Park. C'est le centre ultra secret du décryptage et communication nazi. Il transmet aux soviétiques des informations sur les plans militaires allemands, des données issues des codes Enigma. Ces informations aideront l'armée rouge sur le front de l'Est. Cairncross restera longtemps dans l'ombre, identifié tardivement et presque oublié. Finalement, les preuves s'accumulent et Kim Philby comprend que la protection s'effrite. En 1963, il disparaît à son tour. On le retrouve à Moscou. Mais la réalité est cruelle. Il n'est pas célébré comme un héros, comme il le pensait.
il est surveillé, mis à l'écart, il sombre dans l'alcool et il comprend, trop tard, que l'idéologie pour laquelle il a tout sacrifié n'avait plus besoin de lui. Le choix que ces 5 étudiants ont fait à 20 ans, ils ont trahi leur pays. Mais ils ne sont jamais vus comme des traîtres. Ils ont fait un choix très jeune, un choix idéologique, un choix irréversible. Ils ont infiltré l'État britannique au plus haut niveau. Ils ont influencé le cours de la guerre froide. Et ils ont laissé derrière eux une question qui dérange encore. Peut-on trahir un pays au nom d'une idée tout en se croyant du bon côté de l'histoire ? Et voilà les amis, cette plongée dans le monde sombre et tragique quand même de l'espionnage, puisque c'est à eux 5, ces 5 étudiants ont fait beaucoup de dégâts en révélant donc des plans et des réseaux. Beaucoup de gens sont morts à cause d'eux, ont été capturés, ont été torturés. Et l'empire, la royauté britannique a tout fait pour cacher cette histoire qui est peu connue finalement, mais qui est réelle, bien entendu. Et bien entendu aussi, il a essayé de préserver au maximum l'image sacro-sainte de cette fabuleuse université de Cambridge. Voilà les amis, j'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce ou un commentaire. Et puis nous nous retrouverons très vite, donc gardez bien vos lanternes allumées, car nous allons encore voyager dans d'autres époques, dans d'autres mystères et d'autres énigmes, à la rencontre d'autres personnages qui ont marqué et jalonné l'histoire. Prenez bien soin de vous, mes amis, prenez soin de votre vie, de tous ceux que vous aimez, et je vous dis à très vite. Et merci encore pour votre soutien. À très vite les amis.